Bonjour, mon nom est Chantal Dumas, je suis conseillère médicale pour la compagnie AOR. Alors, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour notre webinaire qui porte sur la santé de la glycémie, c'est-à-dire la bonne régulation du taux de sucre au niveau sanguin. Alors, nous allons aujourd'hui regarder ensemble les façons qui sont à notre disposition pour optimiser notre taux de sucre sanguin. Alors, dans un premier temps, nous allons observer les statistiques au niveau canadien. Vous allez voir que vraiment la dysglycémie ou la dérégulation du taux de sucre est vraiment un problème, je dirais presque d'un ordre épidémique, non seulement au Canada, mais dans la grande majorité des pays industrialisés. Nous allons aussi faire la distinction entre différents types de diabète ou de résistance à l'insuline. Nous allons regarder quels sont les tests ou les outils de diagnostic disponibles pour bien effectuer un dépistage adéquat. Et nous allons ensuite couvrir les façons dont nous pouvons améliorer via le mode de vie et l'alimentation notre taux de sucre sanguin. Et finalement, nous allons reviser les suppléments nutritionnels qui s'offrent à nous pour compléter l'action de notre mode de vie et de notre alimentation. D'abord, les statistiques au Canada. Donc, la population canadienne compte plus de 33 millions de personnes et dont plus de 3 millions de personnes qui ont un diagnostic vraiment de diabétique. Cependant, nous savons que le diabète est une maladie qui est très grandement sous-diagnostiquée. D'ailleurs, on sait que la première façon dont les gens apprennent qu'ils souffrent de diabète, en fait, lors d'un examen de routine. Ils sont allés passer un test annuel chez leur médecin ou encore pour les besoins de leur compagnie d'assurance. Et c'est à ce moment qu'on va découvrir que le taux de sucre sanguin est à l'extérieur de la normale. Alors souvent, ils ne sont pas symptomatiques ou enfin, ils ne sont pas alertes aux symptômes qui sont reliés à la glycémie. C'est pour ça qu'on va bien les revoir ensemble aujourd'hui. Donc, on dit qu'il y a plus de 6 millions de personnes qui sont dans un état prédiabétique, c'est-à-dire dans un état de résistance à l'insuline où le sucre, finalement, dans notre sang n'est pas bien utilisé à l'intérieur de la cellule ou de la mitochondrie, qui est ce petit moteur à l'intérieur de notre cellule qui combure, finalement, le sucre pour nous fournir de l'énergie. Alors, de ces 3 millions de personnes qui sont diabétiques et de ces 6 millions de personnes qui sont en état prédiabétique, en fait, 90% souffrent de diabète de type 2, c'est-à-dire d'un diabète qui est moins relié à la génétique, mais beaucoup plus relié aux causes environnementales et alimentaires. Donc, finalement, les causes sur lesquelles nous avons un pouvoir d'action, d'où l'intérêt de faire de l'éducation comme nous tentons chez AOR de le faire. Alors, mais ce sont les deux diabètes, soit le diabète de type 1 et de type 2, qui sont en augmentation. Donc, les coûts annuels au Canada reliés au diabète peuvent passer de 1 000 à 15 000 $ par an par patient touché. Alors, imaginez, c'est un fardeau énorme et on prévoit qu'en 2020, seulement le diabète sera responsable de dépenses de 17 milliards de dollars annuellement pour le système de santé. Alors, dans les types de diabète, il existe évidemment plusieurs variantes. Le diabète de type 1 étant, d'une certaine façon, celui qui est le plus grave. C'est celui qui est d'origine auto-immune. C'est celui qu'on va retrouver souvent chez le sujet plus jeune. On peut le développer plus tard dans la vie, mais disons que la majorité des patients seront diagnostiqués en plus bas âge de ce type de diabète. Ensuite, il y a une nouvelle forme de diabète qu'on appelle le diabète de type 1.5 ou LADA, qui sont les anagrammes là, finalement en anglais, qui signifie diabète auto-immune latent de l'adulte. Le diabète de type 2, pour sa part, est celui qui est en lien avec la résistance à l'insuline, donc comme je mentionnais, celui qui a à voir avec l'alimentation et le mode de vie, donc celui sur lequel
nous avons un grand pouvoir d'action et celui qui représente finalement 90% des cas de diabète. Ensuite, il y a le diabète gestationnel, donc le fameux diabète de grossesse ou en période périnatale. Le diabète monogénique, pour l'anagramme maudit en anglais, qu'on traduit par l'hyperglycémie modérée non insulinoprive chez le jeune. Donc, c'est un diabète qui affecte les sujets jeunes, mais qui n'est pas d'origine auto-immune et qui n'est pas nécessairement relié à la prise d'insuline. Ensuite, il y a le diabète néonatal transitoire, c'est-à-dire le bébé qui va souffrir de diabète dans son très jeune âge, mais qui va se normaliser par la suite. Et évidemment, toutes les autres formes de maladies ou de traumatismes qui peuvent affecter notre pancréas ou notre taux de glycémie sanguin. Donc, quels sont les symptômes du diabète de type 1? Comme on le mentionnait, c'est un diabète qui est quand même assez sévère et souvent qui se manifeste chez le sujet plus jeune. Alors, le premier symptôme qu'on remarque, c'est souvent l'amaigrissement. La personne perd du poids sans raison apparente. La polyurie, donc ce sont les urines très fréquentes. La polydipsie, qui signifie avoir soif constamment. La polyphagie, donc on a faim également constamment puisque le taux de sucre fluctue beaucoup au niveau sanguin, le signal de la faim sera évidemment déclenché. Il y aura une fatigue très présente puisque nous le savons, le sucre est utilisé comme source de carburant par les cellules, donc quand il y a mauvaise utilisation du sucre, ça peut évidemment se traduire par une fatigue, des sautes d'humeur importantes également, et il peut y avoir présence récurrente d'infections, par exemple à la vessie ou aux organes génitaux, ou même de la peau, parce que le sucre a un lien important avec l'immunité. Et aussi, au niveau urinaire, si on se met à uriner beaucoup de sucre, évidemment, ça va nourrir des bactéries et le candida albicans, notamment au niveau des voies urinaires. Donc, on va retrouver ce type d'infection de façon plus fréquente que la moyenne. Alors, nous allons diagnostiquer le diabète de type 1, évidemment, sur la base du taux de glucose sanguin qui sera très élevé. Il y aura également présence de ce qu'on appelle l'acidocétose. Alors, en fait, c'est un résidu du sucre qui est mal comburé. Le sujet sera aminci, il souffrira de soif intense, de polyurie ou donc d'urine plus fréquente qu'à la normale, perte de poids. Et encore une fois, comme on l'a mentionné, il s'agira souvent de sujets jeunes, soit adolescents ou jeunes adultes ou même des enfants. Et nous l'avons mentionné également, c'est une maladie de type auto-immun, donc on trouvera évidemment des anticorps au niveau sanguin par rapport à l'insuline. Maintenant, le diabète de type 1.5 ou l'ADA, qui est un début, c'est-à-dire le début de ce type de diabète sera très insidieux chez l'adulte, donc ça s'installe progressivement. On ne s'en rend pas très bien compte. La progression se fait de façon beaucoup plus lente que dans le diabète de type 1. Il n'y aura pas présence de résistance à l'insuline. Nous ne connaissons pas la cause de ce type de diabète et c'est une forme de diabète qui touche les hommes et les femmes âgés de 35 à 60 ans, donc finalement la population adulte. Les symptômes du diabète de type 1.5, même chose, l'amaigrissement. On ne trouvera pas nécessairement d'antécédents familiaux de diabète. Il n'y a pas de présentation d'acidocétose comme dans le cas du diabète de type 1. Le taux de glycémie sera également élevé, mais souvent de façon moins spectaculaire que dans le diabète de type 1. Les lipides et les enzymes hépatiques demeurent normaux. L'hémoglobine glyquée HbA1c sera élevé. L'hémoglobine glyquée est une bonne façon d'évaluer le taux de glycémie parce que ça nous donne une image sur finalement le taux moyen de glycémie au cours des 3 derniers mois, si on veut. Alors, c'est une mesure qui est plus fiable qu'un taux de glycémie fait en une seule fois parce que, évidemment, il y a plusieurs facteurs, dont le stress, le manque de sommeil, tout ça qui pourrait affecter notre glycémie dans une prise de sang qu'on aurait fait sur une seule fois. Donc, c'est bon d'avoir les deux marqueurs pour avoir une idée un peu plus exacte. Donc, la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée.
le sujet qui souffre de diabète de type 1.5 peut présenter ou non une résistance à l'insuline. Le diabète de type 2 ou la résistance à l'insuline, qui est de très loin le diabète que nous retrouvons le plus souvent, celui qui est donc relié à des causes plus épigénétiques, qu'on dit, donc les facteurs qui influencent nos gènes. Alors, il peut y avoir présence de gènes défectueux, les gènes qu'on appelle de feast or famine ou excès et pénurie en français, donc les gènes qui tendent à nous faire stocker le sucre sous forme de gras lorsqu'il est en excès pour nous prémunir contre les périodes de famine. Alors évidemment, quand on vit dans une société où la famine est rare, on va dominer de loin l'aspect stockage sur l'aspect famine et évidemment, ça va occasionner des problèmes à la longue. Ensuite, les carences nutritionnelles jouent un rôle très important parce que, paradoxalement, nous pouvons avoir un excès de calories et quand même souffrir de carences nutritionnelles s'il s'agit de calories plutôt vides. Par exemple, les vitamines du groupe B sont particulièrement importantes pour l'utilisation du glucose. B1, B2, B3 sont les vitamines qui vont agir comme cofacteurs et permettent que le sucre soit utilisé par la mitochondrie. Alors, si on manque de vitamines du groupe B, évidemment, il pourra se présenter une situation de résistance à l'insuline. Ensuite, la gourmandise. On est constamment sollicité par les médias, les annonces à la télé et tout, d'aliments vides en calories. L'excès d'hydrates de carbone raffinés sur lesquels on a tendance à se rabattre quand on est pressé, sont facilement disponibles, mais ils sont aussi vraiment nocifs en ce qui a trait à la glycémie. Le manque d'exercice également, très important, va favoriser la résistance à l'insuline parce que le sucre à ce moment-là, qui n'est pas comburé par la cellule, va être au niveau sanguin et devra être stocké. L'inflammation est une cause importante également de diabète, mais aussi une conséquence. Nous savons que l'obésité abdominale est aussi un facteur de risque. Un régime riche en gras saturés, des toxines environnementales, parce qu'elles peuvent soit créer de l'inflammation, soit interférer avec le fameux cycle de Krebs ou avec l'utilisation du sucre dans la cellule. La dysbiose intestinale, donc le déséquilibre des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries au niveau de l'intestin. Et des infections et des maladies aussi peuvent affecter l'utilisation du sucre. Alors, la résistance à l'insuline ou le diabète de type 2 est soumis à l'influence héréditaire, mais encore plus à l'influence des facteurs qu'on appelle acquis ou les facteurs provenant de notre environnement. Alors, au niveau héréditaire, il y a évidemment quelques mutations qui sont plutôt rares, qui peuvent affecter soit les récepteurs à insuline ou les transporteurs de glucose, ou encore les protéines qui vont servir de protéines de signalisation finalement entre les différentes cellules, les différents métabolismes dans notre corps. Alors, ces formes plutôt communes finalement sont en grande partie inconnues. Donc, chez certaines personnes, nous allons retrouver ces mutations génétiques, mais comme on le sait, ce qui va déterminer quelles seront très importantes au niveau de générer une maladie ou pas, ce sera les facteurs acquis, donc les facteurs sur lesquels nous avons un contrôle, soit l'activité ou l'inactivité physique, l'obésité, le stress est un autre facteur majeur, comme dans la plupart des maladies, la prise de certains médicaments, la toxicité du glucose, donc des consommations excessives de glucose et des sucres sous une mauvaise forme, également la lipotoxicité. Donc, il y a un lien très important entre la résistance à l'insuline et les autres facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. C'est ce que nous allons appeler finalement le fameux syndrome X. Donc, quand il y a présence chez un même individu, par exemple de résistance à l'insuline, d'hyperglycémie, de dyslipidémie, d'hypertension, de dommages aux vaisseaux sanguins, d'anomalies de la coagulation, et de l'inflammation, ces facteurs conjointement vont évidemment endommager l'intérieur de nos vaisseaux sanguins, causer l'athérosclérose et donc éventuellement conduire aux maladies cardiovasculaires. Donc, il y a chez plusieurs patients
la présence concomitante de résistance à l'insuline et d'athérosclérose parce que finalement, l'un va engendrer l'autre et les facteurs de risque sont sensiblement les mêmes. Et si vous avez visionné nos autres webinaires, vous avez pu constater que ces fameux facteurs de risque, ils seront aussi également les mêmes quand on parle de santé cognitive, donc tout ce qui sera hyperglycémie, dyslipidémie, hypertension, etc. Ça affecte évidemment notre cerveau, puisque le cerveau, le poids sèche du cerveau, c'est 70% d'acides gras. Donc, évidemment, les acides gras sont importants dans la résistance à l'insuline, ils sont importants dans les maladies cardiovasculaires, ils sont également importants dans notre système nerveux. Alors, évidemment, quand nous agissons sur ces facteurs de risque, nous réduisons les risques d'une maladie, mais nous avons aussi un impact positif par extension sur toutes les autres maladies qui ont des facteurs communs de risque. Alors, les risques, c'est-à-dire les critères qui font qu'on va se qualifier pour le fameux syndrome métabolique. Donc, la glycémie à jeun qui sera supérieure à 6,1, la pression artérielle qui est au-delà de 130 sur 85 millimoles de mercure, les triglycérines qui seront supérieures à 1,7 et la circonférence abdominale qui sera supérieure chez les hommes à 102 cm et chez les femmes à 88 cm. Pourquoi? Parce qu'évidemment, l'obésité de type abdominal est un type d'obésité qui est plus risqué en ce qui a trait au diabète et aux maladies cardiovasculaires. C'est ce qu'on appelle finalement la fameuse forme en pomme, là, donc une obésité vraiment du tronc, comparativement par exemple à la forme en poire, bon, qui est plus reliée à un déséquilibre hormonal chez les femmes. Alors, le syndrome de résistance à l'insuline ou le syndrome métabolique, en fait, va se manifester de différentes façons. Alors, l'intolérance au glucose, évidemment, la dyslipidémie, c'est-à-dire un taux de triglycérides trop élevé et un taux de HDL ou de bon cholestérol trop bas. La présence, évidemment, très souvent de maladies cardiovasculaires, cette fameuse obésité troncale ou abdominale, le syndrome des ovaires polykystiques, donc la résistance à l'insuline va également se manifester au niveau des ovaires qui, au lieu tout simplement de relâcher l'ovule au moment de l'ovulation, vont s'enkyster et donc créer à chaque mois donc plusieurs petits kystes comme ça et affecter, bon, évidemment, le cycle menstruel, mais également la pilosité, par exemple, la femme risque de souffrir d'hirsutisme, etc. Donc, cette maladie est invariablement reliée à la résistance à l'insuline et également, donc, la présence d'hypertension artérielle. Les symptômes de diabète de type 2, bon, nous en avons mentionné quelques-uns, l'obésité abdominale étant un des premiers symptômes. Les infections fongiques, ben oui, évidemment, parce que comme on disait, si nous urinons beaucoup de sucre, évidemment, ça va nourrir autant le candida albicans, donc les levures dans notre tractus vaginal. Ensuite, l'encatosis nigrans. L'encatosis nigrans, c'est un brunissement des plis de la peau, par exemple au niveau des coudes ou des genoux qu'on voit apparaître chez certaines personnes. Et ça, c'est un signe presque, je dirais, inéquivoque de la présence de résistance à l'insuline et qui nous annonce que la personne peut être en évolution vers un diabète de type 2. Les acrochordons, ce sont ces espèces de petites excroissances de la peau qu'on trouve souvent, par exemple, au niveau des plis du cou. Donc, un petit grain de peau qui est comme au bout d'un pédoncule là, qui se rattache à la peau. Donc, les acrochordons également annoncent souvent la présence de diabète de type 2. La mauvaise cicatrisation et les infections fréquentes, récurrentes, et la polydipsie, donc la soif intense. Les tests de laboratoire de base, bien évidemment, ça passe par la glycémie à jeun qui sera dans ce cas-ci supérieure à 6,9. Nous avons parlé de l'hémoglobine glyquée, qui est donc ce test qui nous parle de la glycémie au cours des 3 derniers mois. La glycémie postprandiale, c'est-à-dire le taux de sucre après le repas, c'est souvent là que pour plusieurs personnes, il y aura une variation, c'est-à-dire que la glycémie à jeun
sera normal encore, mais on verra une anomalie finalement après les repas. Bon, il y a d'autres tests également qui peuvent nous renseigner sur la présence possible de diabète ou de prédiabète. Bon, au niveau de l'examen physique également, alors pour les praticiens, vous pourrez consulter plus en détail. Alors, l'objectif canadien, il y a un programme canadien de prévention du diabète et qui vise à ce que le taux d'hémoglobine glyquée soit inférieur à 7. La glycémie à jeun devrait se situer entre 4 à 7. La glycémie postprandiale, donc après les repas, entre 5 et 10. Le taux de LDL, donc de mauvais cholestérol, devrait être inférieur à 2,5. Le rapport cholestérol-HDL devrait être plus grand que 4,5. Pardon, il devrait être inférieur à 4,5 et la tension artérielle devrait être également inférieure à 130 sur 80. Alors, au niveau des modifications au mode de vie, la première chose que nous devons implémenter pour une personne qui est en situation autant de résistance à l'insuline que d'hyperglycémie ou de diabète, c'est la pratique régulière de l'activité physique. C'est simple, la cellule, comme je disais, carbure au sucre, donc il faut remettre les petits moteurs en fonction et ça, c'est le rôle de l'activité physique finalement que de relancer le métabolisme de base. Donc, la première chose à faire, ça va vraiment être de réinstaurer un programme d'activité physique régulière. Deuxièmement, il va falloir songer à un mécanisme pour favoriser la perte de poids. Évidemment, nous voulons viser une alimentation de type équilibré à tous ces régimes à la mode où les gens achètent des repas préparés d'avance. Évidemment, ce n'est pas toujours l'idéal puisque à ce moment-là, nous n'agissons pas au niveau de la modification des habitudes alimentaires. Alors, c'est des situations qui sont moins durables dans le temps habituellement. Donc, pour une bonne perte de poids, il faut viser une alimentation équilibrée qui sera combinée à la pratique régulière d'activité physique. L'arrêt de la cigarette est également important et également la gestion du stress. Nous allons voir un peu plus loin comment le stress favorise finalement la présence de dysglycémie ou de dérégulation du sucre sanguin. Alors, les bienfaits qui sont associés à l'activité physique, et encore une fois, l'activité physique, on le retrouve dans tous les webinaires, c'est parce que l'activité physique va avoir un rôle préventif sur la majorité des ennuis de santé. Préventif, mais aussi, dans certains cas, curatif. Vous voyez, par exemple, ici, l'activité physique va permettre de diminuer la résistance à l'insuline. Bien sûr, puisque la cellule qu'on relancera aura besoin de sucre pour fonctionner et donc sa sensibilité à la présence d'insuline sera plus grande afin de pouvoir mieux utiliser le sucre. L'activité physique va favoriser la diminution des lipides au niveau sanguin. Oui, parce que les lipides deviennent notre deuxième source d'énergie. Une fois qu'on a utilisé les sucres qui étaient disponibles, nous allons maintenant piger dans les réserves lipidiques pour fabriquer de l'énergie. Ensuite, on aura une inversion de la stéatose hépatique. La stéatose hépatique, c'est ce qu'on appelle en langage commun un foie gras. Donc, encore pour la même raison, lorsque le corps aura besoin d'aller piger dans ses réserves de lipides, eh bien, il ira où il en trouvera. Et s'il y a des dépôts de gras autour de notre foie, eh bien, ils seront utilisés pour fabriquer de l'énergie finalement. L'activité physique a un rôle également positif au niveau de la pression artérielle, donc permet de normaliser la pression artérielle. Elle va évidemment favoriser la perte de poids. Elle va permettre d'augmenter la masse musculaire maigre. L'activité physique, c'est bien connu, permet d'améliorer le sommeil et elle va également favoriser un bon état d'esprit. Bon, on connaît le fameux high du jogger, donc l'activité physique permet la libération de certaines endorphines et c'est pourquoi certaines personnes vont aussi devenir un peu accros à leur séance de jogging ou de gym. Alors, quant aux bienfaits associés à la perte de poids, la perte de poids va permettre un meilleur contrôle de la glycémie, donc du taux de sucre sanguin.
La perte de poids va également favoriser la diminution de la pression artérielle, la réduction du taux de cholestérol, de l'inflammation, parce qu'on sait maintenant qu'il y a certains types de gras qui vont favoriser grandement la présence de l'inflammation dans notre corps. La perte de poids va favoriser la réduction des complications diabétiques, la réduction des besoins en médicaments. Et notre objectif au niveau de la de la perte de poids, ça va se situer en une perte qui va osciller entre 0,5 à 1,5 kg par semaine. On parle souvent d'1 kg par semaine jusqu'à l'atteinte du poids visé. Donc, suite à l'objectif de base, on pourrait dire on essaie de viser 1 kg par semaine. Alors, évidemment, au début, des fois, la perte sera un peu plus rapide et puis après ça, on atteint un fameux plateau et c'est là où il faut aller chercher donc de l'activité physique différente pour dépasser finalement ce plateau que notre métabolisme risque de rencontrer en cours de route. Alors, le stress affecte le diabète de différentes façons. Le stress va augmenter le taux de glycémie au niveau du sang à cause de la libération d'hormones de stress. Évidemment, quand on est face à un stress important, le corps va mobiliser ses réserves de sucre, ses réserves d'énergie, pour faire soit face à l'agresseur ou soit se sauver, de fight or flight response. Alors, évidemment, pour ce faire, on va augmenter le taux de sucre sanguin pour faire face à l'agresseur ou se sauver. Sauf que si l'agresseur est présent tout le temps parce qu'on vit du stress chronique, évidemment, nous allons nous retrouver avec un état de glycémie élevé au niveau sanguin également de façon chronique, d'où le lien avec finalement la résistance à l'insuline et le diabète. Le stress va donc favoriser la résistance à l'insuline et le stress va également interférer avec le sommeil. Les complications que nous attribuons au diabète, bon, évidemment, les maladies cardiovasculaires, comme nous l'avons vu, l'hypertension, la cécité, qui est une autre cause, c'est-à-dire une autre conséquence connue du diabète, bon, les maladies rénales également, parce qu'il faut comprendre que quand le sucre est mal utilisé par la cellule, il y aura une production accrue de radicaux libres qui va endommager les protéines, ce qu'on appelle les fameuses protéines glyquées, donc, et ces protéines qui vont être dommageables pour les reins, mais également pour différentes cellules dans notre corps. Donc, ça risque également de causer certaines lésions nerveuses. Les complications peuvent aller jusqu'aux amputations. Les maladies hépatiques, oui, le foie souffre énormément de la dysglycémie. Et les complications de grossesse, bon, des bébés beaucoup plus gros, plus facilement de césarienne, etc. Alors, on voit finalement que les complications reliées au diabète touchent à peu près tous les systèmes et tous les organes dans notre corps. Alors, au niveau alimentaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons évidemment favoriser un régime qui est faible en glucides, en particulier les hydrates de carbone très simples et d'utilisation rapide. Il y a un régime qui est proposé par mon collègue chez Aware, soit le régime Bernstein, et vous avez la diète. En fait, c'est un régime à base de protéines et de changements alimentaires. On peut, dans certains cas, favoriser la diète sans gluten, sans produits laitiers, parce que s'il y a une composante auto-immune, nous savons que le gluten est très, très, très souvent derrière tout ce qui est auto-immun en termes de maladies. Nous allons favoriser l'apport de protéines maigres et recommander également la diète qu'on appelle arc-en-ciel, soit une diète très colorée grâce à la présence de fruits et de légumes frais. Donc, les couleurs, nous le savons, au niveau des fruits et des légumes, sont souvent synonymes de présence d'antioxydants et les antioxydants sont importants pour minimiser finalement les fameux dommages causés par les radicaux libres. En termes de suppléments, nous allons les voir plus en détail, mais un des suppléments les plus importants au niveau de la régulation de la glycémie, c'est l'acide alpha-lipoïque. Mais les fibres alimentaires sont également très importante, la présence d'antioxydants comme la vitamine C ou le thé vert, la vitamine D, fameuse vitamine D qu'on retrouve aussi dans chacun de nos webinaires parce qu'on découvre de plus en plus de bienfaits associés à la fameuse vitamine D.
Au niveau des plantes médicinales, il y a notamment le Gymnema sylvestre et le Curcuma longa, qui sont deux plantes particulièrement intéressantes au niveau de la régulation de la glycémie. Dans les minéraux, on va penser au magnésium, au potassium et au chrome. D'autres suppléments qui sont dignes de mention, il y aurait le N-acétylcystéine, la taurine, un produit qu'on appelle le bénagène. Et au niveau des complexes nutritionnels, nous allons discuter des bienfaits de orthoglucose. Donc, l'acide alpha-lipoïque, ce qu'il faut particulièrement rechercher dans l'acide alpha-lipoïque, c'est de l'avoir sous la bonne forme, c'est-à-dire la forme R et également SR pour Sustain Release. Donc, on veut un produit qui sera à libération graduelle puisque l'acide alpha-lipoïque est un antioxydant qui n'a pas une très longue durée d'action dans le corps, d'où l'intérêt d'avoir un produit à libération graduelle. Alors évidemment, l'acide alpha-lipoïque est un antioxydant qui améliore l'utilisation du sucre par la cellule. Il va aider à prévenir les complications diabétiques, particulièrement utile pour prévenir les neuropathies diabétiques. Et ça, moi, j'ai vraiment vu des résultats assez spectaculaires en pratique clinique avec un produit donc de bonne qualité, sous la bonne forme, comme nous l'avons mentionné sur la forme R, et à des dosages également thérapeutiques. Donc, la forme SR montre une réduction de 46% de la glycémie dans les études de clinique. Ensuite, les fibres alimentaires. Bon, les fibres alimentaires vont être importante autant au niveau de la régulation de la glycémie qu'au niveau de la régulation du cholestérol. Alors, le produit qu'on vous propose ici s'appelle le Solufibre. C'est un produit qui est entièrement soluble dans l'eau, donc vous le mélangez dans un verre d'eau, c'est complètement transparent, ça n'a pratiquement pas de goût, donc c'est assez facile à faire consommer. Les fibres alimentaires vont permettre de réduire l'index glycémique des aliments parce qu'évidemment, si les aliments sont pris dans les fibres au niveau intestinal, ils vont faire augmenter le taux de sucre sanguin moins rapidement, donc moins nécessaire de produire à ce moment-là de l'insuline. Ça va aider donc à favoriser la sensibilité à l'insuline, ça va retarder l'absorption des hydrates de carbone, donc favoriser l'équilibre de la glycémie après un repas. Ils vont jouer également un rôle au niveau de la régulation de la pression artérielle. Ils vont permettre, comme je disais, de normaliser le cholestérol. Le cholestérol devient à ce moment-là pris, enchevêtré dans les fibres alimentaires et va être éliminé en plus grande quantité au niveau intestinal. Au niveau des antioxydants, tous les antioxydants sont intéressants au niveau du diabète et de la régulation du taux de sucre. Nous allons parler ici surtout de la vitamine C combinée avec les bioflavonoïdes. Donc la vitamine C, évidemment, comme tous les autres antioxydants, va permettre de neutraliser les radicaux libres produits par la cellule qui utilise mal son sucre. Donc elle aura un rôle ici anti-inflammatoire et anti-thrombotique et elle va également permettre de stimuler, ou je dirais plus de normaliser, le système immunitaire. Le deuxième antioxydant qui est particulièrement digne de mention, c'est l'extrait de thé vert ou l'Active Green Tea chez Aware, qui est vraiment un extrait de thé vert standardisé pour la présence de GCG, qui est finalement l'ingrédient actif du thé vert. Le thé vert a démontré dans les études cliniques sa capacité à réduire le taux de glucose sanguin, à réduire la production hépatique de glucose ainsi que les dommages oxydatifs. Encore une fois, il va permettre de neutraliser donc les radicaux libres et de protéger notre foie contre ces substances nocives. Alors, la vitamine D elle réduit l'insulinorésistance et va permettre d'améliorer la sécrétion d'insuline. La vitamine D est très importante également au niveau de la régulation de toutes les maladies auto-immunes. Alors, les recommandations de vitamine D, selon Santé Canada, sont de 1000 unités internationales par jour. Les études cliniques nous confirment que nous devrions plus regarder pour des dosages avoisinant les 4000 unités internationales par jour. Évidemment, l'idéal, c'est de faire votre dosage sanguin de vitamine D, de le faire à l'automne, donc d'utiliser ensuite votre vitamine D durant quelques mois et de refaire votre dosage sanguin
donc plus vers le printemps et voir si vous devez ajuster à ce moment-là à la hausse ou à la baisse, mais nous voyons en clinique qu'on peut facilement, dans des températures comme les températures nordiques auxquelles nous sommes soumises au Canada, utiliser des dosages de 4000 unités internationales par jour sans aucun problème. Au niveau des plantes médicinales, le Gymnema sylvestre, qui est une plante en fait qui provient de la pharmacopée ayurvédique, mais qui est bien connue depuis les années 30. Les études cliniques chez les animaux diabétiques, insulinodépendants et non insulinodépendants nous confirment son efficacité. Le Gymnema permet de régénérer les cellules bêta du pancréas, produisant une augmentation de la sécrétion d'insuline et une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Donc, deux mécanismes d'action particulièrement intéressants. Donc, un peu comme nous connaissons l'action du chardon-marie pour régénérer le foie, eh bien, le Gymnema est un peu son équivalent au niveau du pancréas. L'autre plante que nous devons absolument inclure dans un programme de prévention du diabète ou de gestion du diabète, c'est le fameux curcuma. Donc, chez Auer, le curcuma Longvida, qui est cette molécule brevetée qui nous provient de la nanotechnologie et finalement qui permet d'augmenter la biodisponibilité de la curcumine, donc le principe actif du curcuma par 100 fois. Et le curcuma, dans les études cliniques, a démontré sa capacité à réduire le taux de glucose, le taux d'hémoglobine glyquée, la résistance à l'insuline. Évidemment, nous connaissons son potentiel anti-inflammatoire et il permet également de réduire la maladie d'Alzheimer chez les patients diabétiques et chez les patients non diabétiques, encore une fois. Il faut comprendre que l'action du curcuma est très systémique, il va agir où il a besoin d'agir, il va neutraliser les radicaux libres où il a besoin de les neutraliser. Et si le point faible est évidemment au niveau de la production de protéines tôt dans le cas de l'Alzheimer, eh bien c'est là que le curcuma ira agir de façon préférentielle. En termes de minéraux, le minéral le plus important parce qu'il est souvent le plus carencé chez notre population nord-américaine, c'est le magnésium. Alors, le supplément que je vous propose est celui qu'on appelle le MagK-Taurine chez Auer. On dit que la carence en magnésium est commune chez les patients atteints de diabète en raison de la perte de magnésium urinaire. On l'a dit, les patients diabétiques sont des patients qui ont souvent soif, donc qui urinent plus. Et s'ils urinent plus, lors de la diurèse, ils vont éliminer évidemment leurs minéraux également de façon accrue, dont le magnésium. Le faible magnésium intracellulaire va diminuer l'action de l'insuline et amplifier sa résistance. Alors vraiment, quand vous avez un patient qui se présente avec des symptômes de prédiabète ou de diabète, un des premiers suppléments à instaurer avec le complexe B sera le magnésium, parce qu'on sait qu'il est carencé et on sait que déjà la présence de magnésium à des taux adéquats vont permettre l'utilisation vraiment accrue du glucose par la cellule. Donc, le deuxième minéral le plus important, c'est le potassium, que vous retrouvez toujours dans le même complexe de MagK-Taurine. Il va permettre d'augmenter la sensibilité et la sécrétion de l'insuline, parce qu'on sait que également, si la personne doit subir des injections d'insuline, les injections vont entraîner une perte accrue du potassium, et le potassium est nécessaire pour le bon fonctionnement de la pompe intracellulaire de sodium et potassium. Donc, encore une fois, un rôle au niveau de la sphère cardiovasculaire. Alors, ce supplément, le MagK-Taurine, très intéressant à utiliser dans les cas de prédiabète, diabète, parce que la taurine également va avoir une action intéressante, on va le voir un peu plus loin. Le chrome, sous forme de chrome picolinate, est également un minéral qui est connu pour son importance dans la gestion du glucose. Il va aider à supporter le rôle de l'insuline au niveau cellulaire. Donc, évidemment, plus la personne consomme de sucre, plus son besoin en chrome et en magnésium sera également important. Les études ont démontré une amélioration marquée du taux de glycémie chez les patients atteints de diabète de type 2 lorsqu'on instaure finalement la prise de chromium picolinate, qui est notre forme préférentielle de chrome. Le N-acétylcystéine est un autre produit intéressant. C'est en fait un acide aminé qui travaille de façon synergique avec l'acide alpha-lipoïque, donc vraiment intéressant.
Il aide à renverser la résistance à l'insuline. Il va également arrêter les dommages oxydatifs causés par l'hyperglycémie, permettre donc de protéger le foie et les reins et également de renverser la neuropathie diabétique et à diminuer la pression artérielle. Alors, la taurine, comme on disait, qui vient dans le fameux supplément Malka-taurine, va aider les globules rouges et va permettre de prévenir les dommages oxydatifs causés par un taux de glucose élevé, encore une fois. Il va empêcher la peroxydation des lipides parce qu'on sait, par exemple, au niveau de l'athérosclérose, ce n'est pas tant la présence du cholestérol qui est nocive, mais sa peroxydation, c'est-à-dire lorsque le cholestérol devient endommagé par les radicaux libres. Il va empêcher la formation de protéines glyquées, donc ces fameuses protéines que je vous mentionnais plus tôt qui ont un rôle vraiment nocif sur les tissus avoisinants. Il va agir également en synergie avec la N-acétylcystéine. La taurine est retrouvée en très grande concentration dans les yeux, le cœur et le foie. Nous savons que ces organes sont particulièrement sensibles à l'action des radicaux libres, donc qui seront facilement touchés dans le cas de diabète. Alors, la taurine va permettre de nous protéger contre ces dommages causés par l'excès ou la mauvaise utilisation du sucre. Un autre produit intéressant à considérer, c'est un produit qui s'appelle Bénagène, qui est un produit breveté finalement. Des études réalisées sur des sujets humains ont confirmé la réduction de la glycémie et l'amélioration de l'absorption du glucose sans aucun effet secondaire négatif. Et Bénagène est considéré comme un agent hypoglycémiant particulièrement efficace. Comme autre suggestion, il y aurait ce produit complexe qu'on appelle l'orthoglucose, qui est vraiment un produit qui vise la bonne gestion de la glycémie. Il contient un mélange donc de substances, dont la cannelle, Cinnamomum verum, qui possède une activité insulinique et qui améliore l'absorption du glucose, tout en permettant de réduire le taux d'hémoglobine glyquée ainsi que celui des lipides. Donc la cannelle, vraiment dans une grande quantité dans ce produit, combiné avec Momordica charantia, qui également est une plante connue pour ses effets hypoglycémiants. Elle a permis de réduire la glycémie de près de 54% lors d'un essai clinique. Alors voilà, ça fait le tour des produits et des recommandations concernant la gestion de votre glycémie. Alors, j'espère que vous avez trouvé ce webinaire utile. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à notre département technique chez AOR. Je vous invite évidemment à consulter le site d'AOR pour plus d'informations sur les produits que nous vous avons présentés. Alors, en terminant, mon nom est Chantal-Anne Dumas, je suis conseillère médicale pour AOR et vous pouvez me consulter si vous avez des questions par rapport au webinaire ou à toute autre question technique à cdumas@aor.ca. Alors, encore une fois, merci d'avoir pris le temps d'assister à notre webinaire et j'espère que vous consultez également régulièrement nos autres webinaires sur le site d'AOR. Nous en avons 6 autres pour l'année 2013 qui sont en train d'être concoctés, donc j'ai bien hâte de partager nos prochains webinaires avec vous. Merci et à la prochaine.